Rexegena, chapitre 5. Les derniers mots de Charles retentissaient en écho dans ma tête. Rassemblez les membres de la famille des étoiles, aidez-les à redécouvrir leur héritage céleste et à réaliser la partie qui leur incombe dans le déroulement du rêve du Tout-Puissant. Était-ce là ma mission, la tâche que je devais accomplir dans cette vie? Charles avait l'air de penser que oui. Était-ce lui qui m'avait guéri ou le contraire? Je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé dans ce bureau. Mais une chose était indéniable, je m'étais senti beaucoup mieux. En même temps, je soupçonnais qu'un programme était en marche dont les récents événements n'étaient qu'une infime parcelle. Sur le trajet du retour, je m'arrêtais au marché. Comme toujours, je passais voir mon épicière préférée. « Comment ça va à Alcheringen, Valérie ?» demanda Suzanne. « Ça progresse, » répondis-je tout en revoyant dans ma tête défiler les événements de la journée. Pendant que je rangeais les sacs de provisions dans le coffre de la voiture, je vis venir vers moi une jeune femme que j'avais remarquée à l'intérieur du magasin. « Excusez-moi, mon nom est Candice, » déclara-t-elle. « J'étais derrière vous dans la queue. »« Oui, je m'en souviens, » lui répliquai-je en me retournant vers elle. « Voyez-vous, le nom Alcheringa a un sens pour moi. »« Ah bon ?» m'étonnai-je en souriant. « Oui, je fais des rêves étranges. Vous allez sans doute penser que je suis folle. »« Non, pas du tout, racontez-moi. » Nerveusement, elle scrutait les alentours. Je suggérai d'aller nous asseoir dans ma voiture, ce que nous fîmes. Après avoir pris une profonde respiration, Candice se jeta à l'eau. Je fais un rêve récurrent, dans lequel je me vois un homme noir en équilibre sur une jambe, à la manière aborigène, vous savez. Il se balance d'avant en arrière avec une lance, et il m'enjoint de me rappeler qui j'étais. Il me dit se nommer Alcheringa, puis il me transmet le message suivant, que mon âme possède une information pour vous. Eh bien, j'étais en état de choc. Après ce qui s'était passé au début d'après-midi avec Charles, je croyais que plus rien ne pourrait me déconcerter. Et voici qu'une complète étrangère remettait ça. Je sortis les photos de mon sac à main. Jetez-y un coup d'œil, Candice. Dites-moi si quelque chose attire votre attention ou vous semble familier. Elle n'avait pas besoin des photos, ses paupières se fermèrent. Oui, je me souviens maintenant. Il y avait un vaisseau spatial argenté. À l'intérieur, c'était très lumineux. Dans une grande pièce, un nombre important de personnes attendent le commandant. Le voici, nous l'applaudissons. C'est incroyable. Nul ne bouge les lèvres. Nous sommes capables de communiquer avec notre seul mental télépathiquement. Tout le monde est très heureux. La mission est magnifique. Que dit le commandant? Il déclare: nous allons vers un nouveau monde pour y apporter lumière et amour. Vous êtes tous volontaires. Néanmoins, quiconque hésite aujourd'hui est libre de changer d'avis et de partir maintenant, car nous n'allons pas tarder à décoller. L'endroit où nous allons n'a qu'un seul soleil. Il se trouve à de nombreuses années-lumière, et la vie y sera différente de celle que vous avez connue. Toutes les portes se ferment au moment où le commandant se dirige vers la passerelle. Les gens sont assis, détendus. Y a-t-il des enfants? Bien sûr, je suis l'un d'eux. Êtes-vous un garçon ou une fille? Questionnai-je. Candice regarda d'un côté à l'autre, les yeux fermés. Je dois être une fille. Quel est votre nom? Êtes-vous avec votre famille? Sheiraring. Je n'ai pas de parents à bord. Je suis une adolescente, assez grande pour vivre toute seule. Mon rôle est de voyager et de découvrir de nouveaux mondes. Je suis euphorique. Je suis douée pour la communication. J'ai la sensation d'être dans un cylindre. Je suis en transe. Son corps frissonna. Avancez dans vos souvenirs, ordonnai-je, et voyez-vous marcher sur la nouvelle planète. Candice soupira et s'apaisa. Je me vois maintenant différente. Le temps a passé et je suis dans une autre vie. J'ai un visage à la peau sombre, je suis très belle et j'ai des poils sur les bras, mais ils sont très fins et mes doigts sont épais.
Mon corps est de teinte foncée avec une peau soyeuse. Avec qui êtes-vous ? Il y a autour de moi d'autres gens qui prennent soin les uns des autres. Nous mangeons les fruits des arbres, des noix et des graines. Nous vivons dans les cavernes de la terre. Mère nous tient au chaud. Notre mère est cette terre. Nous rassemblons de la nourriture et travaillons tous ensemble. Les hommes et les femmes à l'identique, il n'y a pas de différence. Nous dansons pour les cérémonies et nous remercions le grand soleil jaune et la terre-mère pour tout ce qu'elle nous donne. Nous sommes conscients que nos ancêtres viennent des étoiles. Toutes les étoiles ont des noms, nous enseigne-t-on. Savez-vous quand vos ancêtres des étoiles sont arrivés ici ? Candice se mit à faire de grands gestes, comme si elle parlait à quelqu'un. Grand-mère ne se souvient pas d'eux, mais elle dit que sa mère les a connus. Leur peau ne supportait pas le soleil. Le temps a passé et ils sont tous morts. Je lui demandai comment les bébés naissaient, elle se frappa l'estomac. « Comment est-il arrivé là ?» interrogeai-je. Elle pointa un doigt de son autre main pour désigner un personnage présent dans sa vision. « De lui, le grand là-bas, il prend soin de moi, précisa-t-elle avant de dériver vers le sommeil. Cette jeune femme avait inopinément surgi dans ma vie pour me donner ma deuxième leçon de la journée. Oui, il y avait indéniablement un plan en cours d'exécution. Après quelques minutes, elle rouvrit les yeux, l'air quelque peu désorienté. Que s'est-il passé ? Je lui parlais des autres et de moi-même, de tous ces gens dont les mémoires remontaient à la surface, et elle laissa échapper un petit soupir de soulagement en réalisant qu'elle n'était pas la seule. Je lui tendis ma carte et l'invitai à venir à l'une de mes réunions. Depuis un certain temps déjà, je dirigeais un groupe de travail une fois par mois, le but étant de donner aux autres l'occasion de poser des questions à Al-Sheringa. Quand j'arrivais chez moi, James et Tricia m'attendaient. C'était un couple de jeunes acteurs à la mentalité très New Age. Ils étaient venus interroger Al-Sheringa à propos de préoccupations personnelles. Cette fois, j'étais pleinement réveillée et mes oreilles grandes ouvertes. John, au téléphone, concluait énergiquement une affaire. Nous sortîmes pour marcher un peu dans le bush et découvrîmes un endroit qui nous parut à tous parfait pour le channeling. Je posai la pierre Al-Sheringa sur le sol et nous nous assîmes autour d'elle. Puis je me vis, par le regard de mon esprit, au sommet d'Uluru, appelant doucement le nom d'Al-Sheringa. Il arriva dans une énergie bruyante, bien terrestre, animée d'une humeur espiègle. Al-Sheringa, anticipant la plupart des questions des deux jeunes gens, leur enjoignit de s'intérioriser pour appréhender plus en profondeur les choses qui les troublaient. Quand il s'en alla, je sentis que le travail n'était pas terminé. Une forte impression de tiraillement subsistait. Déçu, James se leva, annonçant qu'il retournait à l'intérieur de la maison. Une fois seul avec Tricia, Al-Sheringa revient. « Tricia, dis-je, ressentez l'énergie du vaisseau Rexegena. Visualisez-vous petite fille, assise sur une boîte d'énergie cristalline. La boîte est d'une couleur argentée et elle est tiède. Vous êtes très jeune. » La jeune fille sourit. Son regard se perdit dans le lointain pendant un moment, puis ses yeux se fermèrent. « Le lieu dans lequel je me trouve est idéal pour contempler l'espace, déclara-t-elle. Il y a beaucoup de gens autour de moi, vêtus d'uniformes bleus. Ils ont des têtes allongées et travaillent sur une sorte d'ordinateur. Il semblerait que je sois ici de mon plein gré en tant qu'invité et que j'y sois la bienvenue. D'ailleurs, je m'amuse bien et personne ne s'occupe de moi. Mon père est le commandant du Rexegena. Ma mère, c'est-à-dire vous, Valérie, est la communicatrice. Elle porte un cristal sur la tête pour amplifier les communications télépathiques avec notre base dans les Pléiades. Quand je regarde par la fenêtre, je peux voir les schémas d'énergie projetés devant le vaisseau. Nous progressons vers eux. C'est un portail à 2 spirales et nous attendons le moment approprié pour pénétrer à l'intérieur.
Tout le monde est impatient et surexcité à l'idée de ce voyage. Ce n'est pas encore le moment, car nous espérons l'alignement qui doit se produire à l'intérieur du schéma d'énergie relié à la conscience du vaisseau. Je me dirige maintenant vers une capsule spéciale dans laquelle je pénètre. Elle aide à élever le niveau fréquentiel pendant que l'appareil voyage dans une autre dimension. Lorsque ma forme est dans cet écrin, je baigne dans un cristal liquide. Celle-ci maintient le corps à un niveau de conscience suspendu dans le temps, permettant ainsi de dormir pendant les déplacements interplanétaires. Je sens que je sors de mon enveloppe charnelle alors que cette dernière est allongée dans la capsule. À présent, je me vois accéder à une zone où il y a d'autres âmes. C'est une réunion. J'y participe avec mon corps lumineux qui a pris une forme subtile, ovoïde, blanc et or, traversé de rayons de toutes les couleurs, comme des méridiens. Je suis encore une petite fille, mais ma conscience est en pleine expansion. J'ai choisi cette identité de façon à retenir l'énergie pour la cérémonie qui va avoir lieu. D'autres sont aussi présents dans leur forme lumineuse à l'extérieur de leur corps. Nous nous focalisons sur la ligne méridienne, tous connectés les uns aux autres pour établir un réseau. C'est une méthode que nous utilisons pour programmer le vaisseau et franchir le portail. Pour y parvenir, nous n'avançons pas vers lui, car il n'existe pas de mouvement linéaire en tant que tel, mais nous nous retrouvons instantanément de l'autre côté, comme téléportés. Me voici maintenant de retour dans ma forme physique. Ma peau est d'un blanc bleuté et lumineux. Mes mains sont longues et fines avec 3 doigts et 1 pouce. Tricia affichait un large sourire. J'ai de très grands yeux, poursuivit-elle, et une tête allongée. Je n'ai pas de dents, juste des gencives, semble-t-il. Subitement, quelqu'un de ma famille m'appelle par la pensée. Je le sens, c'est mon frère aîné, il me cherche. Il est effrayé par le sentiment lancinant qu'il y a un problème, sans parvenir cependant à le définir. Il est parfaitement relié aux énergies. Mon inquiétude est grande, car je sais qu'il a la capacité de voir certains événements dans le futur. Je l'invite fermement à rester calme et à ne révéler à personne ce qui le soucie. Il m'obéit sans résister. Le vaisseau approche maintenant de sa destination, la Terre. Je ressens de plus en plus fortement l'appréhension de mon frère, à cause du danger imminent qu'il capte intérieurement. Je crains pour sa vie. Décidant d'écouter ma méfiance, je l'oblige à s'installer dans une capsule spatiale que j'éjecte aussitôt vers la planète. Puis j'entre dans mon cylindre de sommeil dans le but de voyager en esprit et découvrir ce qui cloche. À cet instant, alors que je suis hors de mon corps, je suis secoué par la douleur, la souffrance et l'angoisse que vivent les milliers de mes semblables dans une subite et gigantesque déflagration qui détruit le vaisseau Rexegena. Moi qui voyage en esprit, je me sens terriblement séparé des miens. C'est un arrachement pour mon cœur. Tout est fini maintenant. Le vaisseau mère a explosé et je m'éloigne. Mon corps est aux mains des reptoïdes. Avant la destruction du Rexegena, ils se sont emparés de la capsule de sommeil dans laquelle j'étais à l'abri. Il n'a pas été détruit, mais il m'est impossible de le réintégrer. Ils tentent d'en récupérer les particules de lumière, sans réussir à en déchiffrer l'encodage. Leur volonté est de reproduire ce corps et de disposer ainsi des cellules pour inventer de nouvelles créatures dans le but de les utiliser contre le peuple des étoiles. Alors, je décide de m'incarner sur une constellation lointaine. Me voici donc dans un corps neuf, à l'allure grande et forte, avec une tête plate. C'est la forme d'un félin, comme celui d'un chat, et de sexe masculin. Un grand rire la secoue, comme si c'était extrêmement amusant. Le temps passe et je grandis. Un jour, dans le cadre d'une expédition sur la Terre, composée de léonins et de syrians, je rencontre un groupe de reptoïdes. J'ai avec moi la pierre Alcheringa dont j'ai la charge. Je suis tenté de la leur donner en échange de mon ancien corps d'enfant qu'ils ont conservé. Je leur explique
qu'il est possible d'encoder leur travail et leur histoire dans la pierre, qui peut être utilisée pour unir les gens. Malgré l'envie que j'en ai, je ne la leur donne pas, car j'ai retrouvé mon frère, celui que j'avais sauvé de la destruction du Rexégéna en éjectant sa capsule spatiale. Il est dans la forme d'un humanoïde, très blanc avec les yeux bleus. Il est jeune, vraiment mignon, et il se souvient que j'étais sa sœur autrefois. Je choisis de lui confier la pierre en lui expliquant qu'il doit lui parler afin d'établir une sorte de communication avec elle. Il a une grosse tête et des poils très fins, duveteux, qui laissent apparaître des écailles, et il est de très petite taille. Il y a en lui des dépôts de calcium caractéristiques de la nouvelle race à laquelle il appartient. C'est ma famille, le peuple des étoiles, qui l'a créé ainsi. Où sont les gens des étoiles maintenant? Beaucoup d'entre eux sont morts. Il en reste un petit groupe qui ne vivra plus très longtemps. Ils sont d'accord pour travailler avec quelques reptoïdes qui se sont joints à eux. À l'origine, c'est bien le peuple des étoiles, c'est-à-dire ce groupe qui crée de nouvelles races dans le but de survivre. Mais des reptoïdes disposent également de toute une technologie, et ceux d'entre eux qui vivent sous la terre sont parvenus à reproduire la substance cristalline de la capsule dans laquelle baignait mon ancien corps. Pourtant, en dépit de leur intention manifeste de le manipuler, ils n'ont pas réussi à dupliquer le corps lui-même. Décrivez-moi ces reptoïdes. Celui que je regarde est couvert d'écailles. La peau est très sèche. Il a quelques poils. Sa face est proéminente et il ressemble à un lézard. Des protubérances de chair pendent là où devraient se trouver des oreilles. Il a une bosse sur le dos. Les mains des reptoïdes ressemblent à des toiles d'araignée avec 3 doigts et des griffes. Dans ma vision, je parlemente avec l'un d'eux, toujours pour essayer de récupérer mon ancien corps d'enfant. Pour cela, j'utilise même la menace, car je suis accompagné par une équipe d'une 15aine de guerriers léonins que je commande. Nous ressemblons un peu à des lions bipèdes. Nous avons tous des crinières et des pattes recouvertes de fourrure rousse. Nos grands yeux, noirs en apparence, possèdent un puissant rayon d'or jaune. Mes mains sont recouvertes de peau, avec des coussinets en dessous et en jointure aussi. Une griffe rétractile équipe l'extrémité du 4e doigt et une autre est présente plus près de la paume. Elles nous sont utiles lorsque nous devons nous battre. Nous avons voyagé avec des Syrians depuis les Pléiades, bien que nous n'en soyons pas originaires. Les guerriers vêtus d'uniformes bleus, qui sont encore à bord de notre vaisseau mère, forment une véritable armée prête à intervenir. Nous étions en terrain familier. Qui commande ce vaisseau? Tricia éclata de rire. C'est John. C'était une déclaration de première importance. Le même John qui est maintenant mon mari? Elle souriait. Oui, mais son nom à la circonstance est Himmel. Il est syrian et je ne l'aime pas beaucoup car je le trouve arrogant. Il est du genre tuons-les et faisons tous sauter. Les êtres lions sur le vaisseau sont-ils connectés les uns aux autres? Nous sommes davantage reliés à un savoir. Nous ne dépendons pas d'une structure familiale. Alors, comment vous perpétuez-vous? Mais par les rapports sexuels. C'est vrai que c'est un acte totalement nouveau pour moi, qui dans mes précédentes vies appartenait à une race se reproduisant de façon différente. Ce genre de contact entre êtres lions met une expérience très étrange, toujours empreinte d'amour, d'humour, d'attention, ce qui établit entre nous une merveilleuse chaleur. Les êtres lions sont des voyageurs et des guerriers dominateurs. Nous avons la capacité d'entrer en communication les uns avec les autres par un langage qui est en fait plutôt un système de signaux, une sorte de mouvement très subtil des yeux et du corps, fondé sur des postures que nous utilisons plus particulièrement en situation de combat, mais aussi lors de négociations. À qui en référez-vous en cas de conflit? Au Conseil supérieur de la lumière, car nous sommes à son service. Les êtres lions sont venus dans le but explicite d'assister ceux du peuple des étoiles qui ont été piégés sur la terre.
Nous avons été avisés par le Conseil supérieur que nous devrions éliminer les reptoïdes s'ils refusaient de quitter la Terre. Pour l'instant, nous sommes en guerre contre un groupe d'entre eux dans un endroit proche de ce qui est aujourd'hui l'Afrique. Y a-t-il eu des pertes de vie de votre côté? Oui, cela fait partie des risques de notre mission. Il existe une chanson à propos de l'ignorance des petits terriens dont la mélodie magnifique fait vibrer l'univers tout entier. C'est comme un arc-en-ciel. Les personnes dont la charte numérologique est 5, 7 et 12 qui se sont incarnées sur la Terre représentent différents aspects de cet arc-en-ciel. Leur ignorance leur tient lieu de ligne de conduite et leur indique comment procéder pour évoluer et modifier leur système énergétique. Dès lors, il se crée un pôle magnétique au sein de leur être qui attire des gens vers eux et en repousse d'autres, car un nouveau rythme se met en place. Je pourrais être violet à un moment donné, un autre serait bleu, et ensemble nous créerions ce nouveau rythme. Une nouvelle couleur serait ainsi générée, qui ouvrirait un portail dans un nouveau royaume. Il se produit ainsi une accélération énergétique visant à activer notre rassemblement, notre unification, pour former l'identité unique. Notre ignorance est en réalité contrôlée par notre intuition et par notre soi supérieur. Quand ces derniers œuvrent à l'unisson, une nouvelle information nous est donnée qui engendre une ascension. Tricia ouvrit les yeux. Voilà qui est intéressant, Tervinge, car je percevais toutes les couleurs à mesure qu'elles agissaient l'une sur l'autre. Sa description de la chanson m'avait intrigué. Que signifie cette chanson, m'interrogeai-je. Le sourire de Tricia à cet instant ressemblait à celui de la Joconde. Ça n'a pas d'importance, précisa-t-elle. L'information est destinée à l'être de lumière qui est en vous. Elle a été répétée pour mémoire. Vous devriez parler à James maintenant. Nous rentrâmes dans la maison et je demandai au jeune homme de s'installer confortablement pour que je l'aide à rentrer en régression. Il se souvint alors qu'il avait été ce garçon, anxieux, durant tout le voyage à bord du Rexégéna. Il avait en fait la forte intuition qu'un danger se profilait, sans toutefois pouvoir s'en ouvrir aux autres. Il confia son inquiétude uniquement à sa jeune sœur qui lui conseilla de se taire. « Pourquoi avoir obéi à l'ordre de votre sœur ?» demandai-je. « Parce que je sens que ce n'est pas à moi de révéler ce que je soupçonne, déclara-t-il. De plus, je ne reçois aucune indication en provenance de la source à ce sujet. Bien que je ne sois pas en mesure d'en distinguer la traduction matérielle imminente, j'ai la conviction qu'un événement douloureux est sur le point de se produire. J'éprouve en permanence cette sensation de dissonance qu'ici et maintenant, sur la terre, j'appelle l'angoisse. Si je sais comment la contrôler raisonnablement pour moi-même, cette appréhension n'en est pas moins désagréable. Elle m'entrave et limite mes capacités d'accéder à certaines fréquences supérieures à l'intérieur de mon cœur, ce qui est un handicap. Je lui demandai alors de se rendre à bord du vaisseau, de descendre plus profondément dans la mémoire du garçon qu'il avait été et de me décrire son apparence physique. « Je suis plutôt petit, répondit-il. Mes mains sont longues, dotées de 3 doigts et d'1 pouce. La peau est bleue, avec une nuance opalescente. La peau de votre mère est-elle semblable? Non, la sienne est presque blanche. Comme la lumière, elle brille. Mon père est blanc lui aussi, avec un disque d'or qui oscille au-dessus de sa tête et des sphères qui remontent extérieurement le long de sa colonne vertébrale. Mère possède une tige de cristal connectée au disque autour de sa tête. Voilà comment je les vois. Votre manière de discerner leur apparence est-elle différente de la perception que les autres ont d'eux? Je crois que oui. Mes parents m'apparaissent sous de nombreuses formes. Mais à cet instant de ma vision, c'est celle que je viens de vous détailler qui s'impose. Vous avez, semble-t-il, une connexion très forte avec votre sœur. Oui. Pourquoi? Il se mit à rire.
C'est une question importante, cela me prendrait des heures pour y répondre. Quel est votre souvenir le plus ancien de cette vie-là? Il remonte au temps où mon corps physique a été créé dans un cylindre, à partir d'un gaz subtil provenant de particules subatomiques. On me montre que mon véritable soi est configuré sous la forme d'un esprit de lumière. À présent, je peux distinguer le processus. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres êtres autour de moi, mais je ne suis pas encore dans une forme matérielle. Tandis que celle-ci se révèle dans les gaz à l'intérieur du cylindre, elle n'est pas encore vraiment tangible dans la réalité matérielle. Nous élaborons ce corps physique qui n'est qu'un véhicule et aussi un nouveau prototype expérimental. Dans la mesure où il n'a pas encore abouti à une forme charnelle, mon corps de lumière prend le pas, en opérant comme le faisceau d'une imprimante, ligne après ligne. Les jambes apparaissent en premier, puis le faisceau remonte et enfin la tête se dessine. C'est comme si j'avais fait naître un hologramme, car au bout du compte, c'est de cela qu'il s'agit. Soudain j'apparais, me voici créé, je suis un garçon. Quel est le rôle de vos parents dans cette œuvre? Mon père, et vous, qui étiez ma mère à l'époque, m'avez retransmis la connaissance. Vous détenez tous les deux un grand savoir. Un rituel a eu lieu que je ne peux décrire car le langage humain actuel ne le permet pas. Des cellules ou des atomes de vos parents sont-ils utilisés? Partiellement, mais ce n'est pas tellement sur le plan physiologique que s'établit la connexion avec eux. Il existe un autre niveau, une vibration de haute fréquence qui est davantage un choix de manifestation. Je suis arcturien à l'origine, ensemencé par une mère et un père non arcturiens, ce qui est tout à fait possible. Savez-vous d'où viennent vos parents? Sont-ils l'un et l'autre du même endroit? James réfléchit un bon moment, l'air embarrassé. Non, ils ne sont pas natifs de la même planète. Pour autant, il y a quelque chose de très similaire les concernant. Je n'arrive pas à me souvenir. Vous êtes un peu perdu, ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes qu'un jeune garçon que l'impression d'un danger imminent bouleverse. Êtes-vous en mesure de dépasser cette angoisse et de prendre plaisir au voyage? Oui, bien sûr. Je suis en compagnie de personnages fascinants. C'est très divertissant. Ce sont des êtres de toutes les origines avec qui je communique. J'ai une merveilleuse relation avec tous. De plus, j'ai le droit d'aller où je veux. J'ai accès à tous les niveaux de conscience à bord. Existe-t-il sur le vaisseau un lieu pour se nourrir? Il y en a un où nous nous rendons à intervalles réguliers. C'est un point énergétique. Je peux voir un cylindre brillant, d'où émerge une lumière, autour duquel tout le monde attend, et c'est comme si nous étions attablés pour dîner. Pourriez-vous dépeindre leur exégénat? Les mots sont insuffisants. Des équations mathématiques seraient plus appropriées. Je peux toutefois décrire sa dimension. Ce n'est pas comme un vaisseau solide en 3 dimensions uniquement. Il est toujours en mouvement. Il s'agit d'une entité vivante, habitée d'un sens moral. Les êtres humains ont du mal à percevoir qu'une forme puisse exister à d'autres niveaux de conscience. L'aspect physique du vaisseau mère est une sorte d'énorme sphère, mais des pièces se détachent et le modifient constamment. Le rexégénat n'est pas seulement un appareil de transport linéaire, il est de surcroît multidimensionnel et peut se déplacer d'un point zéro à un autre instantanément à travers le temps et l'espace. C'est une réalisation technologique remarquable, une œuvre d'art. Que faites-vous lorsque vous avez besoin de repos? Je fais une pause et je m'intériorise. Devez-vous aller dans la capsule? Demandai-je. En effet, et également quand nous devons nous déplacer, car celle-ci est connectée à un générateur. Pendant que mon corps se repose, la partie physique se comporte comme un véhicule. Ma conscience aidant, une fréquence est acheminée vers le générateur, dont le rôle est de projeter le vaisseau ailleurs, de le faire avancer en quelque sorte. Je ne suis pas le seul à être impliqué dans le processus. Nous sommes un grand nombre d'enfants dans ce cas. Vous avez une telle influence alors même que vous êtes si jeune?
Sa réponse me stupéfia. Le fait d'être un enfant n'a rien à voir. C'est notre énergie qui propulse le vaisseau. Sa déclaration était sidérante. Les enfants des étoiles pilotant un appareil spatial gigantesque au sein d'un portail cosmique. Je l'invitai ensuite à aller plus loin dans sa mémoire de garçon terrifié par le futur. Il avait presque l'air malade, conscient de porter en son cœur la connaissance d'un dangereux événement approchant à toute allure. Que se passe-t-il au moment de l'épisode qui vous inquiète? Je me vois dans une capsule de sauvetage que ma sœur a éjectée du vaisseau mère, puis le Rexegena explose. Durant ma course vers la Terre, j'aperçois ces débris qui filent dans tous les sens. Je suis terrifié et triste. Jamais je n'aurais pu imaginer être le témoin d'une telle destruction. Puis je ressens la présence de ma sœur, à l'intérieur de moi, apaisante, me disant que tout est pour le mieux. Elle m'assure qu'il n'y a rien à craindre et que je serai accueilli à mon arrivée. Son amour est si fort, si tangible, qu'il chasse ma peur au loin. Ma capsule pénètre dans l'atmosphère. Il fait jour lorsqu'elle s'abîme à travers des arbres pour terminer sa course dans l'océan. Je suis blessé, mais j'ai à portée de main de quoi me soigner. Lorsque j'ai réussi à m'en extraire, des dauphins joueurs viennent à ma rencontre. C'était donc là l'accueil promis par ma sœur. J'ai de la difficulté à respirer. Les cétacés m'apprennent à contrôler mon souffle. Puis au fil du temps, ils m'inculquent une chose surprenante, à passer d'une forme à une autre tout en ayant la conscience correspondante. Dans un premier temps, je choisis donc celle d'un dauphin. Ils me transmettent des quantités d'informations au sujet de la Terre, et pendant les 4 saisons qui suivirent, nous avons ancré les réseaux électromagnétiques de la conscience de la Terre. En fait, nous avons inséré une connaissance dans des cristaux que nous avons ensuite enfouis dans les fonds océaniques. Ces cristaux y sont toujours, reliés aux constellations du zodiaque, au cycle de la Lune et aux planètes. Que s'est-il passé après 4 saisons? Ma vision change. Quelques années ont passé. Le peuple des étoiles possède maintenant une bonne maîtrise de la création des nouvelles formes physiques. Mais pour éviter des dérives, ils établissent une loi régissant les principes essentiels de création et de manipulation de la matière. De nouvelles règles prennent forme. Ils dressent un cahier des charges, ils explorent. C'est du bon travail, ils apprennent vite, et je peux voir que de nombreuses formes ont été élaborées. Le progrès est considérable. N'existe-t-il pas uniquement des êtres velus, demandai-je? Non, ça c'est fini. Il y a maintenant 5 races. Pendant qu'il parlait, je percevais les essais perpétrés avec différentes tailles, couleurs et niveaux de conscience. Quelle incroyable entreprise cela a dû être! Il me vint une compréhension de la nature inconstante de l'humanité. À présent, je suis dans la forme d'un petit homme blanc. Je vis sous la terre où beaucoup de mondes coexistent. Il y a même une source de lumière, c'est magique. De nombreuses habitations, des palaces et des rivières. Je suis ici pour un temps. J'accorde la musique à la fréquence des cristaux souterrains en utilisant les 12 dessins des planètes qui entourent le globe. Mon rôle est celui d'un dirigeant, bien que je travaille en collaboration avec de nombreux êtres éthérés. Maintenant, je me vois décoller sur un vaisseau avec des êtres chats qui rentrent sur Sirius. Mais inutile pour moi de changer de corps, car celui de l'humanoïde blanc est tout à fait en mesure de survivre là-bas. Que pouvez-vous me raconter à ce sujet? Je peux parler à peu près de tout. Je me suis promené dans tous les coins de la galaxie. Revenons à l'adolescent à bord du vaisseau mère avant l'explosion. Comment saviez-vous ce qui allait se passer? Les traits de James s'assombrirent et il sortit de l'état alpha dans lequel il était plongé. Il cherchait à retenir des informations enfermées au plus profond de lui en évitant de faire face à la douleur du jeune homme dans l'engin spatial.
Ma question, formulée à voix haute, le bouleversa, et il réagit comme si j'étais incapable de le comprendre. Il bondit de sa chaise en disant qu'il devait partir. Attrapant la main de Tricia, il l'entraîna en vitesse vers sa voiture. Eh bien ça, on ne l'avait pas encore fait. C'était une fuite caractérisée. Rosaline fut la suivante à se confronter aux gravures de Caryong. Je l'invitai à se visualiser dans le vaisseau mère au départ des Pléiades. J'ai décidé de me reposer, dit-elle. Tout est différent ici. Pour dormir, par exemple, nous faisons appel à un processus mental. Tout est fondé sur la pensée. J'agite ma main devant une lumière et un champ énergétique se forme à la demande. Je m'allonge sur ce champ énergétique en me concentrant sur le repos. Je contrôle mon flux sanguin et l'affluence des nutriments dans mes organes. Le mental met consciemment mon corps en sommeil pour le temps désiré. Nous établissons nous-mêmes la durée de cette pause, laquelle peut varier en fonction de nos obligations. Les humains d'aujourd'hui ont oublié la marche à suivre pour entrer dans le sommeil. Avant de nous endormir, 1 million de pensées nous envahissent. Nous croyons qu'il suffit de fermer les yeux, alors que ce sont les réactions chimiques de notre cerveau qui sont le facteur déclencheur de notre sommeil. C'est devenu instinctif. Nous ne clignons plus des yeux consciemment, ils le font d'eux-mêmes. Tout fait maintenant partie intégrante d'un processus automatiquement incontrôlé. À bord du Rexegena, nous nous considérons comme une communauté et non comme des êtres séparés les uns des autres. Ce que chacun entreprend est aussitôt connu de tous les autres et toujours exécuté pour le bénéfice et le bien-être de l'ensemble. Rien n'est jamais fait qui pourrait rompre l'harmonie du groupe. Notre hiérarchie est comparable à celle des fourmis. Elle se compose des ouvriers, des penseurs, des enseignants et de ceux qui prennent soin des enfants, car ce n'est pas la tâche des parents dans notre civilisation. Ces derniers ont un rôle à jouer bien sûr, et s'occupent de leur progéniture jusqu'à un certain point, mais personne n'est propriétaire des enfants. C'est la collectivité qui en est responsable, un peu comme pour les races indigènes de la terre, où les enfants de la tribu ont toutes les femmes pour tantes et tous les hommes pour oncles. Tout le monde les éduque et en prend soin. Les parents qui donnent naissance aux enfants ne sont pas nécessairement leurs éducateurs. Après vous être reposé, que s'est-il passé, l'interrompis-je. J'ai quitté la table d'énergie. Je me vois, je porte un collant gris-mauve, ainsi que des bottes qui montent jusqu'à mi-mollet. Mes jambes sont longues et très minces. Je suis vêtu d'un haut très brillant, argenté, avec des épaulettes qui débordent. Mes bras sont recouverts d'une matière de la même couleur que mes jambes. J'ai de très petits seins. Que faites-vous quand vous avez besoin d'aller aux toilettes? J'ai l'impression que ce n'est jamais le cas. Je tire ma jupe et je baisse les yeux pour voir mes parties génitales. Mon corps est glabre. Il y a quelque chose que l'on pourrait appeler un vagin, j'imagine. C'est une ligne tout en bas. Il y a un long appendice, comme un cordon ombilical qui pend et semble venir de l'intérieur de mon corps. Il s'agit peut-être d'une extension de l'urètre ou même d'un clitoris. C'est comme de la chair tressée ou tortillée. Je ne crois pas qu'il serve à excréter. Ma dernière séance avec Algeringa me revint à l'esprit. Puis-je suggérer que la ligne que vous prenez pour un vagin est en fait quelque chose qui peut s'ouvrir comme une poche? Regardez la ligne qui va du nombril jusqu'à l'emplacement où le vagin devrait se trouver. Pourrait-il être ouvert mentalement de façon à y placer un bébé et refermé pour qu'il y vive des nutriments que vous lui donneriez? Le moment venu, pourriez-vous littéralement ouvrir le ventre, prendre le bébé et le déposer dans un cocon pour qu'il termine sa croissance? Je l'ignore. C'est très déconcertant, car ce n'est pas un vagin dans lequel un homme introduirait son pénis. Il me vient des souvenirs particuliers au sujet de la race à laquelle j'appartiens. Il existe une zone d'échange d'énergie importante entre le mâle et la femelle. C'est l'extrémité de nos doigts. Si vous désirez avoir des rapports très personnels avec quelqu'un,
Vous ouvrez vos deux mains, paume vers le partenaire, et joignez toutes les extrémités de vos doigts aux extrémités des siens. Ce faisant, tous vos méridiens sont entrecroisés, ce qui produit un échange de forces vitales. C'est un acte très intime, réservé aux amoureux. Le même geste, avec 3 doigts d'une seule main, l'autre étant placé sur la poitrine, face à un interlocuteur dans une position identique, est considéré comme une marque de chaleureuse bienvenue. C'est l'équivalent de « Bonjour » ou « Comment allez-vous » Quelle jolie révélation! Rosaline semblait ravie rien qu'à l'évoquer. Puis elle me désigna une zone de sa poitrine, à l'intérieur et au-dessus des mamelons. Les seins, reprit-elle, jouent un rôle important. Il y a en eux une glande spécifique qui produit comme un nectar particulier qui se mêle au lait maternel. Ce nectar nourrit l'enfant sur un autre plan. La société contemporaine terrienne, contrairement à la nôtre, se préoccupe davantage de l'alimentation physique que spirituelle. Mais pour nous, l'amour est ce qu'il y a de plus important. Seules des formes supérieures d'évolution peuvent et doivent susciter l'amour dont nos espèces ont besoin pour continuer à progresser. Je suis sur le vaisseau mère avec mon enfant. Je suis heureuse parce que mes glandes fonctionnent bien. Lorsque je le nourris, je lui donne l'alimentation appropriée, c'est-à-dire la quantité nécessaire d'énergie dorée qui compose le nectar. Si le bébé ne l'obtenait pas, il y aurait lieu de craindre qu'il mute vers une race belliqueuse. Quelle est cette race belliqueuse qui vous inquiète tant? Eh bien, c'est celle d'Orion. Pour qu'un de vos enfants mute vers l'espèce d'Orion, ne faudrait-il pas que les gènes de celle-ci soient déjà présents dans la vôtre, m'étonnai-je? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Avancez dans votre mémoire, suggérai-je. Vous venez de sortir de votre cabine et je me vois en compagnie de 2 personnes d'une race différente de la mienne, enchaîna-t-elle aussitôt. L'un est un homme, beaucoup plus grand que nous. L'autre est une femme, mais elle a un aspect un peu flou. Ce sont des botanistes. Leur costume est différent du mien. Ils portent du brun, couleur en relation avec les plantes et leurs fonctions. Lui a un grand front et une structure osseuse très saillante autour des yeux, insérée dans un visage ouvert et agréable. Sa bouche est plutôt grande et les lèvres sont charnues. Les narines légèrement épatées. Il n'a pas de poils. Sa peau est de couleur caramel. Il est pourvu de mains larges et fortes. Il m'explique comment préparer des cultures qui pousseront dans la colonie lorsque nous serons sur Terre. Il tente de créer la nourriture que nous pourrons manger, car il nous a été signalé que les aliments de la Terre sont trop denses pour nous. Je l'invitai à trouver le commandant du vaisseau et à le décrire ce qu'elle fit. Je le perçois sous 2 images distinctes. Dans la première, il est chaussé de bottes et vêtu d'un costume très près du corps. Puis je le vois habillé d'une sorte de tunique ceinte d'une chaîne. Cette dernière est probablement le costume tout spécialement destiné aux cérémonies. Des assemblées sont organisées régulièrement, au cours desquelles il intervient pour nous préparer à ce qui nous attend une fois sur place. Nos corps ont besoin d'une sérieuse adaptation, et ses commentaires à cet effet sont précieux. Ce que nous allons devoir affronter nous est totalement inconnu. Il nous explique qu'il existe d'autres formes de vie sur la planète sur laquelle nous nous rendons et que la végétation est différente. La nôtre est bleu roi et sur la terre elle est verte. Il y a beaucoup d'eau, abritant des êtres comme les dauphins avec qui nous pouvons communiquer. Ils nous aideront dans notre tâche car nous collaborons depuis longtemps avec eux. Nous sommes venus apporter notre savoir, des structures et de l'amour. Cette énergie est absente de la planète et nous avons donné notre accord pour aider les formes de vie à évoluer, ce qui génère en nous une sensation agréable, car c'est une partie de notre service au Créateur. La seule façon de connaître le Créateur est par l'amour et le service. Nous aimons et servons tout le monde.
Puis sa vision s'accéléra tout à coup, et elle se perçut sur la terre quelque temps après la fin du Rexégénat. Nous avons traversé bien des difficultés. Un reptoïde nous est particulièrement dévoué. Chaque fois que l'occasion se présente, il nous apporte son aide, naturellement et spontanément. Il lui est facile de vivre dans l'environnement terrestre, car son épiderme est plus résistant que le nôtre. Sa peau est très épaisse et écailleuse, comme celle d'un crocodile. Je souhaite lui ressembler, et cette pensée revient souvent. Vivant tout simplement, empoignant avec courage tout ce qui se présente, il peut affronter les dangers, et son existence est exempte de tragédie. Pour lui, rien n'a un caractère définitif ou critique. Il rend ma vie plus aisée. J'ai une formidable gratitude pour lui car il me protège et je sais qu'il m'aime profondément. À ses yeux, ma forme est exquise et il apprécie ma peau. Il considère son travail auprès de nous comme un service à Dieu. Dans ma vie terrestre actuelle, j'ai toujours considéré la peau reptilienne comme répugnante. Et pourtant, dans ma mémoire, je l'ai admirée pour son côté pratique dans le climat de la Terre. La botanique est une autre chose essentielle dans ce souvenir. J'avais la responsabilité des plantes transportées dans le vaisseau mère. Rosaline se redressa et me regarda stupéfaite. Voilà pourquoi il m'importe tant que tout le monde ait de quoi manger dans cette vie-ci. Je ne crois pas avoir jamais dépassé ça. Si les changements qui interviennent sur la planète devaient entraîner une famine, je me sentirais sûrement obligée de me remettre à la botanique. Au moins maintenant, je peux comprendre les raisons de mon comportement. Après le départ de Rosaline, je captai un changement d'atmosphère. Je me précipitai dans mon bureau pour interroger la pierre Alcheringa. La voix qui parla cette fois à travers moi était douce et féminine. « Mon nom est Egarina, précisa-t-elle. Je suis venue aujourd'hui pour me présenter à vous. Ne soyez pas effrayés, il y a ici beaucoup d'êtres des étoiles. Voyez l'océan, la façon dont il va et vient. Ce mouvement est présent en toutes choses. Même la terre-mère bouge. Sa respiration entre et sort, comme les marées. Il existe une circulation constante d'énergie. Prenez-la en vous. Inhalez-la et exhalez-la. Il en résulte un merveilleux courant de douceur et rien ne peut en obstruer le flot. Vous allez et venez à l'image de la respiration. Comprenez-vous? Sa voix était apaisante et je me détendis. Oui, je crois. Il y a un autre aspect de vous, commun avec votre entourage, depuis lequel vous opérez dans une connaissance plus profonde et davantage de compréhension. Ce corps est éphémère. Sa durée de vie est d'ailleurs très limitée. Une personnalité, toutefois, est une ligne descendante depuis sa dimension originelle. La conscience et la connaissance continuent d'agir, que ce soit par la personnalité de l'incarnation qui est la vôtre actuellement ou par l'intermédiaire d'une autre. Vous êtes issu de ce point de conscience sans limite. Egarina se mit à rire doucement avant de reprendre. Mais ne vous précipitez pas à chaque fois que d'autres informations vous parviennent, ma chère enfant. Ne partez pas dans tous les sens. Restez là où votre cœur vous le signale. Sa bonne humeur me fascinait. Cette femme avait des manières d'une grande délicatesse. Je suis ici pour rappeler aux gens qui ils sont et comment ils sont reliés aux races cosmiques. S'il est vrai que le corps qu'ils habitent à notre époque est de la race des terriens, nous ne pouvons les limiter à cette seule perspective. Nous approchons de la conclusion d'un accord que j'ai conclu il y a près d'1 million d'années. La promesse que je reviendrai. Cela s'est passé alors que je quittais ma forme physique en ce temps jadis. J'avais commencé à percevoir la réalité du grand plan par l'émergence d'une race de gens au cœur chaleureux, remplis d'amour et de paix. Ce sont eux maintenant qui aideront à transmuter les lignes des énergies de la Terre.
Une nouvelle lignée a été élaborée. Elle est née avec un cerveau plus évolué, une intelligence plus développée et des dons de clairvoyance naissants. La nouvelle race était plus consciente des rituels et des énergies. Elle ressentait le Créateur et son amour, ce qui la rendait différente des autres frères et sœurs créés auparavant. Cela veut dire que les reptoïdes et les dinoïdes, espèces dont la nature n'était pas portée à l'amour et à la compassion d'une manière innée, ont eu l'opportunité eux aussi d'incarner ces émotions dans cette nouvelle race et expérience. Cette mutation a pu se produire parce que nous avons placé l'énergie cristalline, ou l'énergie christique, à l'intérieur des nouveaux corps d'éthériens. Mis sur un chemin leur permettant d'évoluer, ils ont eu la possibilité d'aller et venir entre les âges les plus reculés et les peuples cosmiques sans avoir à se départir de cette énergie. Le processus se perpétuera jusqu'à ce que ce coin de la galaxie progresse dans l'énergie divine, l'amour et la compassion. Cela signifie-t-il, dis-je en frémissant, qu'un nombre important d'êtres sur la Terre sont des incarnations des mondes reptoïdes et dinoïdes, ce qui en quelque sorte fait d'eux des reptoïdes ou des dinoïdes? En effet, Valérie. La Terre va bientôt entrer dans un âge nouveau, fait d'amour et de paix. Ce jour-là sera celui du choix final. Beaucoup de gens s'y sont référés comme au jour du jugement dernier. Le terme est juste, sauf qu'il s'agit du jugement du soi par le soi, représentant la dernière opportunité pour celui-ci. Car un choix devra en effet intervenir pour suivre la guidance émanant de l'amour de toute chose. Si pour beaucoup il s'agit d'un acte simple, d'autres ne seront pas d'accord. Quand viendra le moment de la résolution finale, ils pourront avancer avec nous tous ou être accompagnés vers un autre endroit. Ceci n'est pas une menace. Chaque petit terrien est libre de décider. Il ne s'agit pas de juger des individus dont les énergies sont tout simplement différentes et qui ne sont pas encore prêts à entrer dans l'âge d'or. Je vous ai manifesté ma présence. Soyez-y désormais attentive. Ma tâche est d'aider à la transition. Vous devez m'assister dans ce travail en consignant les faits tels qu'ils se déroulent pour en faire un livre qui sera reçu avec amour et compassion. Je l'ai déjà écrit, assurai-je en riant. Celui-là était juste un exercice d'entraînement pour vous familiariser. Maintenant, d'autres vous aideront à rédiger un ouvrage qui racontera toute l'histoire. Certains sont déjà en train de le faire. Celui-ci atteindra un grand nombre de gens. Son but sera de réveiller des mémoires. Soyez sans inquiétude quant au résultat. Vous êtes simplement en service ici. Au plus profond de votre âme existe la connaissance que tout ceci est réel. Comprenez-vous, ma chère? La pièce tournait autour de moi. Egarina murmura. Je vous remercie. Et maintenant, je dois vous quitter. C'était assez étrange. J'avais l'impression d'être dans une bulle. Je la sentais qui poussait, et quand je me penchais en avant, elle me tirait dans l'autre sens. Il fallait que j'en sorte maintenant.
Boningen bodingen genem bodingen vening bo ticke tika tiku ticke ticke bodum digin di boom begin di go anda kapotoko ti anda kata potoko